Salut Henri. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Je vais bien, un peu fraîchement, hein. Nous sommes en hiver maintenant. Oui, il fait froid. On a eu des premiers flocons ce matin. On n'aura pas 1 mètre de neige à midi, mais bon, on a eu 2 ou 3 flocons. Dites-moi Henri, il me semble bien que vous êtes passé encore une fois au tribunal correctionnel la semaine dernière. Oui, j'aime bien le encore une fois. Oui, encore une fois, vu que j'ai lu votre dernier billet, Oui. suis-je Procédurier. c'est ça. Vous avez vu à quel point Voilà. je trouve ça incohérent. Et donc je ne sais pas pour quelle affaire. Alors, Vous avez tellement. je suis passé donc le 13 là pour une affaire tout à fait intéressante. Vous vous rappelez que nous avons dans nos combats, on en a un qui est essentiel, c'est le souhait de conserver les éléments, la preuve du débat oral et de ce qui s'est dit pendant le débat oral et contradictoire. Je dis ça parce que la Cour de Marseille a fait semblant de croire qu'on voulait apporter la preuve que le débat avait eu lieu. Alors, elle nous dit, ben, c'est pas la peine de le filmer, la preuve que le débat a eu lieu, vous pouvez l'avoir autrement. Bon, évidemment, ça, on ne met pas en doute le fait que le débat a eu lieu, mais ce qui nous intéresse, c'est de garder ce qui s'est dit pendant ce débat. C'est ça qui est important, parce que lorsque le contrôleur est chez vous, vous parlez, vous argumentez, et ensuite, tout ce qui s'est dit, il a une position, il n'est pas toujours très sûr de lui d'ailleurs, des fois même il vous raconte des histoires, et puis ensuite, dans le secret de son propre bureau, il fabrique une notification qui, la plupart du temps, n'a pas un gros rapport avec les échanges que vous avez eus, et puis c'est cette notification qui est la base de toutes les procédures qui suivent. Et la preuve des échanges sincères qu'il y a pu avoir disparaît. Donc nous cherchons depuis plusieurs années à obtenir le droit d'enregistrer ce débat oral et contradictoire. Comme pour les gardes à vue, quoi, en fin de compte. Exactement. Voilà. Eux, ils l'ont bien eu, ces droits. Oui, mais comme pour tout d'ailleurs, un jour, Oui. comme les matchs de football, comme tout ce l'enregistrement, il est là justement pour éviter l'erreur volontaire ou involontaire des témoignages ou des discussions, etc. Bien, donc pour arriver à ça, à l'occasion d'un contrôle fiscal, j'avertis le fisc que je filmerai. Le fisc me dit que si je filme, ça va être une opposition à un contrôle fiscal. Je passe outre, je fais venir un huissier pour démontrer que je ne porterai pas atteinte à l'image des agents du fisc puisque je les filmerai de dos. Et je vais au tribunal dans l'espoir que le problème sera jugé. Et là, je tombe sur une dame présidente du tribunal qui s'appelle Madame Bertinchamp. Oui, alors, attendez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce contrôle? C'est-à-dire que les agents n'ont pas voulu être filmés. Et ils sont partis. Voilà, ils sont partis et donc ils vous ont allumé. Oui, ils sont partis, ils m'ont mis opposition à contrôle fiscal, Voilà, opposition, et ils ont fait un redressement qu'ils avaient déjà en tête avant de venir. Donc, il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait pas d'opposition, Voilà, il y avait simplement le souhait de filmer pour avoir la trace. Parce que je savais, moi aussi, je me doutais de ce qu'ils venaient dire, j'avais des arguments énormes, puisqu'ils venaient, si vous voulez, me refuser. En fait, ils venaient me refuser une provision pour une dévaluation d'un stock d'appartements, d'évaluation dont j'avais la preuve absolue, puisque c'est le Crédit Foncier lui-même qui avait dévalorisé de moitié dans son remboursement, c'est-à-dire qu'il n'a récupéré que la moitié du prix, il avait dévalorisé de moitié, donc j'avais vraiment une preuve absolue de ce que j'avais avancé. Donc je ne m'inquiétais pas. Parce que toujours pareil, je continue à croire que la justice existe. Enfin, maintenant, je commence à penser que ça n'existe pas. Mais je continue à faire comme si je croyais que ça existe, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est où on prend, on fait justice nous-mêmes. Et quand le type arrive, le contrôleur arrive, on lui fout notre poing dans la gueule. Mais là, c'est embêtant, pour lui d'abord. Pour nous aussi, on peut se faire mal. Et puis, c'est pas le rapide. On ne peut pas le truc. Bon, donc, si vous voulez, on est bien obligé d'aller demander à la justice, même si on sait pertinemment qu'elle ne marche absolument pas. Bon, mais nous allons en faire la démonstration. Donc elle marche très mal. Oui, elle ne marche pas. Si, il y a des exemples où... Rarissime. J'en suis un. C'est l'exemple qui confirme la règle, qu'elle ne marche pas, voilà. Alors donc, je vais au tribunal administratif, vous y étiez, oui. Et à Montpellier, j'avais tout un dossier très spécifique, et je dis à cette dame Bertinchamp, voilà la présidente du tribunal qui me juge, et je lui dis, voilà la question qui se pose, je vous demande de trancher, est-ce qu'on peut ou non enregistrer le débat? C'est essentiel. Bon. Et puis... elle ne va pas trancher. Non, elle n'a pas jugé. Non, mais ça c'est d'avance. Hein.
Donc, ce qui fait que, d'abord, elle m'a laissé plein pot le redressement, mais bon, peu importe. Mais donc, surtout, elle n'a pas jugé ce point qui était essentiel. Donc, je dis, elle n'a pas jugé, quand même, c'est pas possible, elle a une limite à tout. Je la fais citer au pénal pour déni de justice, c'est-à-dire refus de juger. Ouais. Alors là, catastrophe. Oh, oui. Catastrophe. Il Bon. faut arrêter de faire ça. Alors, non, mais non, parce que si vous voulez, oui, il faut Non, je arrêter. plaisante, je plaisante. Si on ne fait pas ça, si on ne se bat pas, il ne se passera rien. On est bien obligé quand même. Parce que c'est important, il faudra bien qu'un jour on puisse filmer ce débat oral et Oui, contradictoire. mais un jour, on y arrivera. C'est On y un arrivera. combat d'arrière-garde pour le fisc. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Donc, je suis convoqué le 25 février à une audience dite de consignation. 25 février de l'année dernière, bien sûr. 2015. 2015. À cette audience de consignation, je tombe sur un magistrat qui s'énerve comme une puce, et puis qui saute de tous les côtés, et puis qui me met une consignation de 5 000 €. Alors, il faut savoir que la consignation, c'est ce que l'on doit verser quand on est partie civile et qu'on a fait une citation directe, et cette consignation doit être adaptée à vos revenus. Or, moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas de revenus, puisque le fisc a bloqué tous mes biens, tous mes avoirs, et que je ne peux plus travailler. Bien. Donc, n'ayant pas de revenus, j'aurais dû avoir une conciliation de l'ordre de 500 €. Ouais, c'est ça, Et j'ai 500 €, voilà, et j'ai une conciliation de 5 000 €, dont l'objectif, évidemment, est que j'abandonne. Débouté. Évidemment, je n'ai pas les 5 000 €. Donc, je fais appel. Ouais. Je De fais la appel consignation. de la consignation. Je fais appel de la consignation, et je me retrouve donc en appel de la consignation le 2 décembre 2015. La Cour d'appel rend un arrêt, et là, En décembre 2015, c'est il y a un mois. Il y a un mois. Ouais. Il y a un mois, la Cour d'appel rend un arrêt, et la Cour d'appel dit je ne peux pas juger, je ne peux pas rendre d'arrêt, parce que la question que vous posez de la consignation n'est qu'une partie d'un ensemble, et donc je ne peux pas juger une seule partie de l'ensemble, il faut que je juge l'ensemble, donc je reporte à l'appel global de l'ensemble ma décision sur la conciliation, c'est-à-dire je ne prends pas de décision. En fait, oui. Donc, je ne rends pas d'arrêt sur la conciliation. Je rendrai un arrêt sur la conciliation plus le fond, c'est-à-dire le déni de justice. Alors donc, la consignation est toujours valable, des 5 000 €. Alors c'est là que c'est intéressant. Alors, donc, je trouve un arrêt de la Cour de cassation qui indique que dans ce cas, on doit quand même juger, et on ne peut pas opposer le fait, parce que la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait donné raison au tribunal de première instance, qui avait dit, bien qu'il y ait un appel, bien que cet appel n'ait pas été rendu puisqu'il faut attendre l'appel global sur le fond, il fallait quand même juger. Donc la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel qui avait dit non, le tribunal de première instance a raison, il n'y a pas à juger puisqu'il n'y a pas eu de conciliation. Donc, si vous voulez, y a-t-il ou non conciliation du fait que la conciliation est en appel? C'était ça la vraie question. Et donc, évidemment, après que j'ai eu expliqué mon cas, que... Donc là, vous expliquez votre cas quand? Eh bien, là, c'est le 13, c'est-à-dire, on est combien? Donc, c'est pas le même... Donc là, vous êtes alors là, je passe en... Alors, je je passe en première instance, pardon, effectivement, je passe en première instance au tribunal correctionnel pour le déni de justice. Voilà, d'accord. Et le tribunal correctionnel, je lui dis, la consignation, je ne l'ai pas versée, mais comme elle est en appel et que ça se jugera plus tard, l'appel étant suspensif, ma consignation, vous devez juger. Et l'avocate de Madame Bertinchamp dit pas grand-chose, dit simplement... vous comprenez, on touche à l'honneur de ma cliente parce que Mme Bertinchamp, elle a un honneur. Oui, ouais. Moi, j'en ai pas. Non, mais ça, on le sait. Ça, voilà. Moi, contribuable, j'ai pas d'honneur. Les fonctionnaires ont toujours un honneur. Voilà. Moi, rien à foutre qu'on me prenne tout ce que j'ai, qu'on me ruine. Moi, j'ai pas d'honneur. Tandis qu'elle, qui n'a pas jugé quand même, elle a un honneur. Donc, bon, donc le tribunal comprend ça. Bien sûr. C'est sa collègue. Oui, il dit, ah oui, quand même, il doit toucher à son honneur. Donc, il délibère, s'en va. Il revient, et puis il dit non, vous n'avez pas consigné. Et donc, on ne peut pas vous juger, donc l'affaire est annulée, vous n'avez pas consigné. Bon, j'ai fait appel immédiatement. Mais ce que je voulais vous dire, qui est quand même très intéressant, d'ailleurs c'est très intéressant, initialement,
le 25 février 2015, le tribunal émet donc cette consignation de 5 000 euros que je dois verser avant un mois, dans un mois, c'est-à-dire avant le 25 mars 2015. Et en même temps, dans la même audience, il prévoit l'audience de plaidoirie qui est le 2 septembre 2015. Oui. Vous me suivez? 8 mois plus tard. Le 2 septembre 2015, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'appel, sur la demande de diminution que j'ai faite, sur l'appel que j'ai fait sur le montant de la consignation. 8 mois, ouais, mais bon. Non, mais attendez pas ça. Elle ne s'est pas prononcée, la Cour d'appel. Et le tribunal reporte l'audience. C'est-à-dire que le tribunal considère que la Cour d'appel ne s'étant pas prononcée, il ne peut pas juger, et il ne peut pas notamment juger que je n'ai pas versé la consignation. Parce que si vous voulez, la consignation, je ne l'ai pas versée le 25 mars. Il aurait fallu que j'avais versé. À partir du 25 mars, si je suis la logique du tribunal, c'est fini, l'affaire ne peut plus être plaidée. Oui. Or, le 2 septembre, le tribunal repousse cette affaire en disant la Cour d'appel n'a pas statué. Donc il considère que pendant le temps que la Cour d'appel statue, il y a donc suspension. Oui. Voilà. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Non, parce que moi je suis un peu... Quand la Cour d'appel dit le 2 décembre, je ne peux pas juger, je jugerai avec le fond, la même suspension continue. Si vous voulez, c'est la même chose. Oui. Donc, si vous voulez, on est dans la même situation que l'on était le 2 septembre. Le 2 septembre, la Cour ne s'est pas encore prononcée, et le 2 décembre, elle ne s'est toujours pas prononcée. Elle se prononcera plus tard. Donc, c'est suspensif. Si c'est suspensif le 2 septembre, je ne vois pas pourquoi ça n'est plus le 13 janvier. Or, le 13 janvier, le tribunal me dit « Ah ben non, vous n'avez pas payé le 25 mars. La consignation, vous deviez la payer le 25 mars, vous ne l'avez pas payée. » Oui, d'accord, mais le 2 septembre, vous ne l'avez pas payé non plus. Donc la situation de ma demande à la Cour est exactement la même, elle n'a pas changé. Puisque avant la Cour n'avait pas jugé, et après la Cour avait dit je ne juge pas, je jugerai plus tard. Donc il n'y a aucun changement. Eh bien le tribunal, lui, sans souci de cohérence, mais en visant l'honneur de Mme Bertinchamp, le tribunal lui dit ben non, là maintenant c'est fini, vous n'avez pas donné la consignation. Donc ce jugement dont je fais appel est absurde. Alors même, évidemment, il s'impose. Hein. Puis la Cour fera ce qu'elle voudra, ça s'imposera aussi. Tout ça s'impose, puisque ces gens nous imposent leur... Mais ce que je voudrais démontrer, c'est que, au-delà du fait qu'ils sont partisans, contrairement à ce qu'ils prétendent, puisque les magistrats disent qu'ils veulent être absolument libres, ils ne sont pas libres du tout, en tout cas ils ne sont pas libres de leur pensée, mais c'est surtout qu'ils sont incohérents. Parce que ça, c'est complètement incohérent. C'est absurde. Non, mais déjà, la première incohérence, c'est 5 000 euros de consignation. Non, mais ça, c'est ça, c'est pas une incohérence, c'est une méchanceté. Ça, c'est une cochonnerie voulue. Voilà. Bon, ça n'en parlons plus. Mais après, les magistrats qui viennent après, eux, ils se drapent dans leur dignité, parce que le premier balance carrément. Il me dit d'ailleurs, je suis même pas sûr que votre situation soit bonne, je vais même peut-être la refuser. Je vous rappelez à l'époque, je lui dis, faites ce que vous voulez, il ne la refuse pas, comme il n'a pas le courage de la refuser, il balance 5 000 euros parce qu'il sait que je ne pourrais pas les payer. Bien. Mais ça, si vous voulez, bon, ça c'est, d'ailleurs, c'est pas lui qui est venu à l'audience, hein, donc c'est quelqu'un d'autre. Ceux qui sont venus à l'audience étaient entièrement drapés dans leur dignité, ils étaient des sphinx, hein, nickel. Hein. Et ils se sont retirés, nickel, ils sont revenus, nickel, ils ont rendu un jugement complètement con. Attendez, je vous prie de m'excuser, mais c'est évident que c'est absurde. Donc, s'ils ont beau se draper dans leur dignité, ça ne les rend pas efficaces et cohérents. Donc, si vous voulez, c'est quand même, on se bat vraiment contre de la bêtise globale. On se bat contre des gens qui n'ont même pas la possibilité d'avoir une cohérence dans ce qu'ils font. C'est catastrophique. Alors nous, on se bat pour vivre, on se bat pour faire marcher la machine, on se bat pour gagner des sous, et on est face à des gens qui nous pillent en n'étant même pas capables d'être cohérents dans leur pillage. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la déception totale, si vous voulez. Ça vous fait une déception de plus. Ouais, mais c'est la déception qui est embêtante, parce que si vous voulez, quand on s'aperçoit qu'en réalité, on a beau essayer d'être cohérent, essayer d'être précis, essayer de se battre, et qu'on est face vraiment à un magma qui réfléchit même pas, vraiment ça fait de la peine, quoi. Voilà. Donc ça, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis dans la série de ces gens extraordinaires, ben, vous voyez Martineau, vous vous rappelez de Martineau, ce monsieur Martineau qu'il ne faut pas qu'on montre en photo.
pourtant il est pas mal, hein. Bon, enfin on n'a pas le droit de le montrer en photo. Donc Martineau, eh bien, vous voyez, il m'a saisi mes comptes pour 4500 € d'argent de poche. Ça lui presse là. Hein. Parce que il a dû dépenser du pognon à Noël, il a dû faire des cadeaux à ses petits-neveux. Parce que vous aviez été condamné. Ah, je suis constamment condamné Oui. parce que je touche à son image, parce que je dis qu'il m'emmerde, parce que je dis que lui et ses collègues sont des fumiers de lapin. Quand c'est notre ami Francis qui le dit, comme lui sait de quoi il parle, on ne peut pas dire qu'il raconte des bêtises, il n'est pas embêté, mais moi si je le dis, évidemment, ça ne le fait pas. Hein. Donc je suis poursuivi, et donc chaque fois il a sa petite dîme. Il a son petit pognon quand il vient vous redresser, puis si vous gueulez, il a son petit pognon encore. Alors là, il m'a saisi 4501 € 10. Voilà. Donc, Monsieur Martineau, pour son argent de poche, me saisit. Pareil, je pense qu'il se drape dans sa dignité. Il doit avoir une énorme dignité, Monsieur Martineau. Oui, on voit bien que c'est un homme digne. Des inspecteurs sont fiscaux et très développés. Voilà. Donc, il a été porté atteinte, parce qu'on discute, on n'est pas d'accord avec lui, on porte atteinte à son honneur. Ouais. On veut montrer la preuve de ce qui s'est passé, on porte atteinte à son honneur. Bon, enfin bref, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que ça avance toujours dans le même sens. Oui. C'est-à-dire, ça avance pour eux, oui. Ça recule pour nous. Oui. Oui. C'est comme ça. Voilà, Emmanuel, l'année. C'est ce qu'on appelle un combat sans fin. Ouais, l'année commence. Oui. Mais on va quand même continuer à se battre parce que à un moment donné, là, tout ça, ils vont faire faillite et tout. Donc, à un moment donné, il va se passer des choses. Hein, donc, au moins, on aura d'une part témoigné et puis on aura ouvert des pistes qui peut-être, on ne sait jamais, il y a Fillon qui dit qu'il serait libéral. Vous imaginez, si Fillon fait campagne en disant, premièrement, amnistie fiscale, deuxièmement, on remet tout à zéro à plat, puis on s'y prend comme il faut, moi j'ai voté pour Fillon, mais il ne va pas le dire. Personne ne dit ça. Non, dans son livre, il ne le dit pas. Il dit faire, mais il ne sait pas quoi faire en fait. Bon, qu'est-ce que vous avez lu là? J'ai lu deux choses intéressantes. J'en ai lu, c'est là, oui. J'en ai lu un qui est très très bien, qui n'est pas nouveau, mais qui est un livre de Simon Ley, qui s'appelle Les habits neufs du président Mao. Voilà, ça. Alors ça, je vous conseille ça parce que c'est tout à fait intéressant de voir la folie de ce type, ouais. Ou du moins la limite de ses capacités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a été capable de réunir la masse des gens modestes en Chine pour secouer la pression et le joug de l'empereur, ce qui était quand même pas probablement nécessaire. Et le fait qu'il ait fait ça, à la suite de ça, il a pris un pouvoir pour lequel il a été totalement incompétent, mortifère. Il a tué des milliers de gens, des millions de gens, fou. Et il a quand même eu, pendant des années, je dirais, l'adhésion des intellectuels du monde, quoi. C'est quand même... C'est comme Staline, hein. Ouais. Mais Staline, c'est pas pareil, Staline, c'était un héritier. C'est pas Staline qui a fait le boulot, hein, c'était Lénine. Hein. D'accord. Bon. Mais lui, il avait fait le boulot, et puis après, il s'est transformé en assassin, parce qu'il n'était pas capable de faire la suite. Il était capable de casser le truc, mais il n'était pas capable de faire la suite. Donc, et alors, c'est très bien fait. Ce livre est tout à fait intéressant. Et alors, ce que moi j'ai découvert, c'est finalement que ça se passe. J'ai peut-être l'air idiot, hein, j'ai même certainement l'air idiot, mais comme je m'étais pas, dans ma vie, je ne m'étais pas au départ intéressé à ces choses-là, puisque j'essayais de faire marcher le monde économique, j'ai découvert que tout ça se passe à la révolution culturelle, ça se passe en 68. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle réel entre notre propre 68 et puis ces choses-là, cette espèce de folie de la révolution culturelle, qui était vraiment un truc de malade. Et après, on s'aperçoit que, et c'est là que c'est intéressant, on s'aperçoit que, de libérateur qu'il était, en fait, il a implanté, aussitôt après, par son incompétence, une bureaucratie qui a tué, et qui tue encore les Chinois. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut se méfier des libérateurs, hein, parce que quand ils ne sont pas fatalement très compétents, une fois qu'ils ont effectivement éradiqué l'oppresseur, à la place, ils mettent une bureaucratie extrêmement dangereuse. Il y a eu très peu de libérateurs qui étaient compétents. Hein. Et oui. Donc, je n'ai pas souvenir d'un libérateur compétent. La bureaucratie, oui, même ce pauvre De Gaulle nous a amené la bureaucratie. Oui. Un libérateur.
Non, il a participé. Non, voilà, il n'a pas fait Et puis alors, révolution en France. Voilà, non, c'est vrai. Alors, après, j'ai ça là, Institut Copé. Alors, Institut Copé, c'est des gens admirables et adorables. Ne pas confondre avec Jean-François Copé. Oui, non, oui, ça, oui. Aucun rapport. Et donc, ils rééditent des choses. Et ils travaillent beaucoup. Ils ont une grande compétence du passé. Et alors, ça, Monsieur Garrett, G-A-2-R-E-2-T. Alors, ça, c'est la traduction d'articles écrits par ce monsieur qui était donc, qui est décédé dans les années 50, qui était un journaliste économique très influent aux États-Unis. Et donc il écrit après la guerre de 14, il écrit sur le financement de la guerre de 14, comment ensuite les Alliés ont refusé de rembourser les Américains, comment la monnaie a perdu sa valeur initiale qui était en fait l'équivalent or, puisque à l'époque, ce qui assoyait la monnaie, c'était l'or, et comment le fait que la monnaie a perdu sa valeur a transformé le monde en finalement une désespérance qui a amené finalement les Allemands à souhaiter des choses tangibles et finalement à envahir les voisins, puisque la monnaie n'étant plus fiable, les gens se retournent vers les territoires et vers les matières premières. Exactement ce qui se passe en ce moment, quand même. Hein. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça éclaire de manière assez simple ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que une perte totale de solidité de la monnaie, donc la monnaie disparaît puisqu'elle est devenue, elle n'est plus assise sur quelque chose, et donc à partir de là, les gens, les peuples ont besoin de sécurité, et tout d'un coup, ils ont besoin de territoire, parce qu'après la monnaie, la sécurité, c'est le territoire. Et donc, en ce moment, il y a des guerres de territoire qui sont en train de s'installer, et qui vont certainement amplifier et proliférer si on n'arrive pas à maîtriser et à redonner sa valeur à la monnaie. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Bien. Très bien, Henri. Alors, donc, on va se dire au revoir. Il faut que je trouve le bouton. Oui, voilà. au revoir. Eh bien, au revoir et puis à bientôt. Au revoir.